À la suite de notre réaction au débat intervenu à la télévision rwandaise sur le sujet de la balkanisation de la RDC, mythe ou réalité, nous avons présenté au public une série de documents dont la plupart émanaient de la part des autorités officielles du Rwanda. Tous ces documents ont fourni des preuves flagrantes de l'obsession du régime de Paul Kagame à occuper par la ruse, le mensonge et la force les territoires de notre pays, la République démocratique du Congo. Malheureusement, ne pouvons pas remettre en cause l'authenticité de ces documents, ni rejeter la flagrance des faits accablants à leur charge. Les autorités politiques et militaires rwandaises et leurs experts hégémonistes ont cru échapper à ce débat en recourant grossièrement à la falsification de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, ces 2 dernières semaines, les laboratoires de mensonges des hégémonistes tutsis rwandais ont littéralement inondé l'opinion nationale congolaise avec des déclarations et des articles pseudo-scientifiques, en véhiculant des fausses références et des citations d'ouvrages historiques savamment truqués. Ces experts tutsis étaient certainement convaincus que les Congolais, ces éternels BMW, ne se donneraient pas la peine d'aller fouiner dans les bouquins d'histoire pour vérifier leurs fausses citations. Malheureusement pour eux, ils ont sous-estimé une fois de plus notre détermination à les contrer dorénavant sur tous les fronts et à stopper leur entreprise méphistophélique. En effet, face à leur campagne pseudo-scientifique, nous avons mis sur pied, au sein de la présidence de la PARECO, une cellule spéciale d'études et de recherches composée d'historiens, de philosophes, de juristes, de politologues. Cette cellule pluridimensionnelle est conduite par le vice-président José Yango Eshiko, historien de formation et de profession, et elle est supervisée par moi-même. Cette cellule a pour tâche de débusquer en vue de les contrer toutes les arnaques intellectuelles et les pitreries que les lobbyistes tutsis rwandais s'échinent de déverser dans l'opinion nationale et internationale afin de dénaturer l'histoire du Congo dans le but de s'accaparer de notre nationalité par la fraude. Dans leur déclaration faite à Kinshasa le 15 février 2020, les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, ont inscrit certains points particulièrement en rapport avec l'histoire de la RDC et en recourant ainsi aux mensonges et à la falsification de l'histoire du peuple congolais, les usurpateurs rwandais s'échinent à fabriquer des appuis susceptibles d'appuyer leur objectif d'occuper l'Est de la RDC. C'est donc pour cette raison que nous allons nous employer à décortiquer ici un à un tous leurs mensonges et toutes leurs manœuvres de falsification de l'histoire du Congo. Signalons aussi que dans sa campagne, le lobby tutsi rwandais a fait appel à un de leurs membres, Cédric Muyokobe Mudumiza. Celui-ci a publié au début du mois de février dernier sur Internet un très long article truffé de mensonges, de fausses citations et de falsifications, dans l'unique but d'insérer les Banyarwanda dans l'antériorité de l'existence historique au même titre que les autres tribus congolaises. Nous relèverons et décortiquerons un à un aussi toutes les acrobaties intellectuelles de M. Cédric Muyoboke pour mettre à nu ces tentatives d'arnaque de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais avant de procéder à la critique détaillée de ces deux documents précités, j'aimerais
faire deux mises au point que j'estime importantes tant pour l'opinion congolaise que internationale. La première mise au point concerne l'origine du vocable Banyamulenge. Nous tenons à préciser qu'à la suite d'une recherche très fouillée, nous sommes parvenus à découvrir que le vocable de Banyamulenge est une pseudo-identité qui fut inventée tout récemment pour camoufler et faire oublier à l'opinion congolaise les véritables origines des Banyarwanda qui, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 1960, se sont identifiés tour à tour tantôt comme des Congolais d'expression rwandophone, tantôt comme des Tutsis congolais, et encore, et c'est ça qui est à la mode aujourd'hui, comme des Banyamulenge ou Banyamurenge selon la prononciation des uns et des autres. Nous tenons à souligner que ce néologisme de Banyamulenge est né de l'imagination d'un Tutsi rwandais, Frédéric Gisaro Muhoza, qui l'a inventé au début des années 70. À cette époque-là, il était commissaire du peuple, entendez député, en République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque. Et c'est lui qui a recommandé en ce temps-là à l'étudiant rwandais Faustin Tabazi Rugama de consigner ce néologisme de Banyamulenge dans son mémoire de licence en histoire en 1976. Et pour étayer son invention, Frédéric Gisaro Muhoza a suggéré à l'étudiant Tabazi Rugama quelques fausses incrustations historiques antérieures à la tenue de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Mais la réalité, mes chers frères, c'est que c'est à la fin de l'année académique 1975-76 et pas avant que le vocable Banyamulenge est apparu pour la première fois noir sur blanc dans le mémoire de licence de l'étudiant rwandais Tabazi Rugama. Et à ce sujet, personne, je dis bien personne, ne pourra nous fournir la preuve du contraire. Le but de cette escroquerie intellectuelle orchestrée par Gisaro et Tabazi visait, on s'en doute bien, à faire accepter par les Congolais et la communauté internationale la thèse selon laquelle les Tutsis rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge sont eux aussi des Congolais d'origine et par conséquent des ayants droit des terres ancestrales congolaises. Toute la problématique, mes frères, de cette affaire dite de Banyamulenge réside dans leur tentative répétée de l'arnaque de notre histoire dans le but de s'accaparer de nos terres. Il est donc malhonnête de vouloir faire de la diversion en ravalant cette problématique au niveau de la xénophobie ou du débat de faciès, comme tentent de le faire les hégémonistes tutsis rwandais. Il s'agit bel et bien ici d'une problématique hautement politique, parce qu'elle touche à la souveraineté, à l'intégrité et à la survie de l'État congolais. La deuxième mise au point concerne l'usage abusif du mot « communauté ». Nous tenons ici à attirer l'attention des Congolais sur un piège dangereux. Vous devez faire très attention aux glissements pernicieux que les Banyarwanda tentent d'introduire dans la sémantique administrative en parlant systématiquement des populations congolaises en termes de communauté en lieu et place de tribus ou ethnies. En langage administratif, nous ne pouvons pas parler de communauté des Congolais pour désigner des populations à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Seuls les étrangers qui habitent
la République démocratique du Congo sont désignés administrativement par le vocable communauté. C'est ainsi que nous avons chez nous la communauté des Sénégalais, des Maliens, des Zambiens, des Français, des Belges et des Rwandais, dites des Banyarwanda. Mais on ne peut pas administrativement parler de la communauté des Baluba, des Balunda, des Bakongo ou des Banande, car ces populations sont recensées et classifiées administrativement sous les vocables de tribus ou ethnies. Ainsi, nos populations sont désignées sous le vocable d'ethnie Luba, Congo ou Nande. Par contre, les populations congolaises de l'étranger sont désignées par le vocable communauté. C'est ainsi qu'on peut parler de la communauté des Congolais de France, de Belgique, de Canada ou d'ailleurs. Cependant, on peut bien parler administrativement de la communauté des Banyarwanda au Congo parce que les Banyarwanda sont des émigrés qui habitent le territoire congolais. Mais si les experts Tutsi rwandais veulent créer et entretenir exprès cette confusion, c'est parce qu'ils veulent échapper à la difficulté que leur crée la sémantique, tribu ou ethnie, dont les critères distinctifs en République démocratique du Congo est caractérisé par le fait que toutes nos langues congolaises sont éponymes. Ainsi, la langue Luba a donné son nom à la tribu Luba, la langue Kikongo à la tribu Congo, la langue Nandé à la tribu Nandé, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas des populations dites Banyamulenge qui tirent curieusement leur nom du lieu qui les a accueillis et non de leur langue qu'est le Kinyarwanda. Ces deux mises au point étant faites, examinons maintenant les deux documents produits par les Banyarwanda. Commençons par le premier document de l'article de Cédric Muyoboke Mudimiza. Je prends le premier paragraphe qui traite de l'aperçu historique de la migration des Banyamulenge. Les affirmations de Cédric Muyoboke concernant l'aperçu historique de la migration des Banyarwanda sont totalement fausses et même la citation qu'il fait du livre de George Weiss est tout aussi erronée et tronquée. Et l'auteur a fait tout cela pour soutenir l'arnaque et la distorsion de l'histoire de la République démocratique du Congo en faveur de leur projet. En effet, contrairement à ce que prétend l'auteur de cet article dans ses écrits, les tribus congolaises n'ont pas coutume de porter plusieurs noms. À cet effet, les archives coloniales belges témoignent clairement qu'il n'y a pas eu de cas de changement de nom dans les tribus congolaises. Et ensuite, la référence que Cédric Muyoboke fait au numéro 4 dans son article est tirée de l'ouvrage du professeur George Weiss à la page 121 qui affirme tout à fait le contraire. Et à cet effet, le professeur Weiss affirme qu'après le recensement de 1954 et devant expliquer le tableau numéro 7 qui répartissait les populations des 3 villages Bijombo, Kianjovu et Massango du secteur d'Itombwe dans le territoire de Mwenga, le professeur géographe George Weiss affirme sans ambiguïté ce qui suit. Je le cite. Le peuple que nous appelons Rwandais est directement originaire du Rwanda et non du clan des Rwandais qui émigra au début du XXe siècle vers Itombwe. Et vous trouverez cette citation à la page 121. Le professeur George Weiss précise d'ailleurs à la page 119 de son livre que l'administration coloniale a longtemps ignoré l'existence de ces populations
au nombre de 3548 individus, dont 764 hommes, 854 femmes et 1930 enfants. L'ouvrage précise bien que les populations qui ont été recensées sont les Fulero, les Vira, les Nyuntu, les Chi, les Bembe, les Rega, les Bongo, les Mbuti. Il n'y a pas eu parmi ces populations celle dite Banyamulenge. Je mets donc M. Cédric Muyoboke au défi de produire un seul passage du livre de professeur George Weiss où l'on peut trouver écrit noir sur blanc le mot Banyamulenge. Les différentes appellations indiquées par Muyoboke sont sous les références numéro 1, 2 et 3 de son article, ne sont que des mystifications auxquelles s'adonnent depuis des années les hégémonistes tutsis rwandais, habités par leur obsession d'accaparer les terres congolaises du Kivu. Dans un autre paragraphe de son article, Cédric Muyoboke utilise l'expression latine du droit lege lata, qui signifie en application du droit actuellement en vigueur, et il renvoie le lecteur à la loi telle qu'elle existe actuellement. Pour ce faire, l'auteur cite l'article 6 de la Constitution de 1964, dite la Constitution de Loulo-Abour, qui stipule à ce sujet ce qui suit. Je cite: « La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. » Fin de citation. Mais en ce qui nous concerne, nous n'arrivons pas à saisir la pertinence de la référence à cet article, ni son apport direct avec le cas des Banyamulenge, qui, eux, sont des Tutsis rwandais et leur cas ne rentre pas dans les conditions fixées par l'article 6 de la Constitution de Loulo-Abour. Et pour preuve, Barthélemy Bisengimana, un Mwanyarwanda, a trouvé bon de régler le cas particulier des Banyarwanda en 1970 seulement, parce que les dispositions de l'article 6 de la Constitution de Loulo-Abour ne s'appliquaient pas à leur communauté habitant en République démocratique du Congo. Il convient cependant de préciser qu'après que la Belgique eut été choisie pour administrer l'ancienne colonie de Rwanda et Urundi sous le mandat de la Société des Nations SDN en 1919, le pouvoir colonial belge organisa plus tard, en 1937, l'immigration officielle des Rwandais dans sa colonie du Congo belge au travers de la mission d'immigration des Banyarwanda, MIB. Cet organisme officiel recrutait la main-d'œuvre rwandaise sous le contrat déterminé de 3 ans seulement pour aller travailler dans les nouvelles sociétés agro-pastorales du Kivu ou dans les mines du Kivu et du Katanga. Au regard de l'expression latine utilisée opportunément par Cédric Muyoboke, dans ce chapitre, je tiens à lui faire remarquer que la nationalité congolaise, depuis 1960 à nos jours, n'a pas changé de nature. Elle est et demeure une et exclusive. Tout étranger qui voudrait acquérir notre nationalité doit donc d'abord la demander en suivant la procédure juridique légale et ensuite renoncer à sa nationalité d'avant. Or, ici, pour les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, leur démarche se bute à un obstacle juridique insoluble, parce que la constitution rwandaise en vigueur, lege lata, stipule en son article 7, je cite, « La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée ». Fin de citation. Ce qui revient à dire que tout Rwandais d'origine reste Rwandais
tout au long de sa vie sur cette terre des hommes. En conclusion, le recours au principe léger lata par Cédric Mouyoboke, loin de plaider en faveur des Banyamulenge, dont il se fait le défenseur et porte-parole, les enfonce encore plus dans le pétrin. Car cet article 7 évoqué ci-dessus de la Constitution rwandaise du 4 juin 2003 est encore en vigueur, léger lata, est à ce sujet sans équivoque. Passons donc maintenant à l'examen de la déclaration de la communauté des Banyamulenge. Au point 5 de leur déclaration, les Banyarwanda demandent à l'État congolais, je cite, de prendre des mesures interdisant la politisation de la question de la nationalité par les politiciens en mal de positionnement ainsi que la discrimination liée aux morphologies. Fin de citation. Je rappelle ici aux lobbyistes rwandais que partout dans le monde, y compris en République démocratique du Congo, la procédure d'acquisition de la nationalité relève d'une démarche purement administrative et individuelle. Mais, il y a un mais. Lorsque un groupe important de populations immigrées recourt à la fraude, au mensonge et à la violence pour s'accaparer des terres qui les ont accueillis en exil avec l'intention avérée de s'en approprier au détriment des autochtones, le dossier cesse d'être administratif pour devenir hautement sécuritaire et donc national. Et à ce titre, ce dossier interpelle tout le peuple congolais ainsi que tous ses leaders politiques, religieux, culturels et autres. Que les hégémonistes tutsis rwandais le comprennent bien. Le spectre de la xénophobie qu'ils s'échinent d'agiter à travers les médias internationaux et nationaux ne nous effrayera jamais. Parce que nous ne sommes pas des xénophobes. Notre histoire démontre à suffisance que le peuple congolais et les leaders politiques congolais ne se sont jamais rabaissés ni aux querelles ni aux conflits à caractère xénophobe. Les Tutsis rwandais et les Banyarwanda devraient à notre avis plutôt répondre aux questions suivantes. Pourquoi les populations congolaises ne sont en conflit avec aucune autre nombreuse tribu ou ethnie qui vivent à califourchon sur les frontières de la RDC avec les 8 pays voisins qui les entourent? Pourquoi les Congolais sont-ils en conflit uniquement avec les populations de l'ethnie Tutsi en provenance particulièrement du Rwanda? Pourquoi les Congolais vivent-ils en paix avec plus d'une dizaine de tribus le long des frontières avec les 8 autres pays voisins, sauf avec les Tutsis du Rwanda? Pourquoi la xénophobie dont les Tutsis rwandais accusent les Congolais serait-elle sélective et ne s'appliquerait qu'aux Tutsis du Rwanda et pas aux autres ethnies qui vivent de part et d'autre des frontières avec les 8 autres pays d'Afrique? Nous comprenons que dans l'optique de leur théorie hitlérienne qui prône la supériorité de l'ethnie Tutsi sur les autres, les hégémonistes Tutsis rwandais puissent estimer qu'il est bon que le monde entier puisse chaque année commémorer le massacre de 1 million de Tutsis et de Hutus intervenus au Rwanda en 1994, mais que par contre les Congolais, eux, soient plutôt réduits au silence devant le massacre de plus de 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, massacre qui s'amplifie encore jusqu'aujourd'hui. Au point 10 de leur déclaration,
les Banyarwanda ont demandé à l'État congolais de réhabiliter les chefferies Banyamulenge créées respectivement le 6 octobre 1891 et le 3 juin 1906, ainsi que le 2 mai 1910, supprimés par un décret colonial injuste du 5 décembre 1933. Cette démarche relève d'une malhonnêteté intellectuelle évidente des Tutsis rwandais qui ont tronqué à dessein les prescrits du décret du 6 octobre 1891 pour tenter d'accréditer auprès de l'opinion tant congolaise qu'internationale leurs mensonges éhontés et grossiers. Car ce décret de 1891 n'a jamais créé une seule chefferie au Congo et encore moins les prétendues chefferies Banyamulenge comme le prétend le point 10 de la déclaration des Banyarwanda. Le décret du 3 juin 1906 n'a pas non plus créé une quelconque chefferie que ce soit. Il avait plutôt pour objet d'insérer la chefferie dans la nomenclature administrative de l'État indépendant du Congo. Les documents sont là. Et de ce fait, les chefs des chefferies devenaient bon gré mal gré des exécutants de la politique du pouvoir colonial belge. C'était ça le but. Ils étaient ainsi tenus de faire participer la population congolaise aux charges de la mise en valeur du pays. Et vous trouvez ces documents et ces détails dans les écrits de Van der Linden, dans l'ordre juridique colonial belge numéro 2 à la page 200. Ça se trouve dans les archives belges. Dans ce même ordre d'idées, nous signalons que le décret du 2 mai 1910, autant que les décrets cités précédemment, n'a pas non plus créé une quelconque chefferie comme prétendent les Banyarwanda. C'est de la falsification des faits historiques sortant des cerveaux de Banyarwanda pour accaparer à tout prix les terres congolaises du Kivu. Notons que le pouvoir tant de l'État indépendant du Congo que celui de la colonie belge avait reconnu légalement l'existence des chefferies. Tous les documents dénombrant toutes les chefferies sont disponibles encore aujourd'hui dans les archives en Belgique et aucun de ces documents officiels ne signale l'existence d'une certaine tribu ou ethnie Banyamulenge en République démocratique du Congo ou dans le Congo belge. À cet égard, nous tenons cependant à préciser que le décret du 6 octobre 1891 reconnaissait que les chefs traditionnels exerçaient leur autorité conformément aux us et coutumes pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et conformément aux lois de l'État. On le trouve toujours dans les écrits de Van der Linden. Toutefois, il est arrivé à 3 reprises, durant toute la période coloniale, que le colonisateur belge a ignoré exprès, pour des raisons d'intérêt économique, les us et coutumes des tribus du Kivu. Ainsi, sans tenir compte des prescrits traditionnels qu'il avait lui-même fixés, le pouvoir colonial belge avait créé des chefferies dites atypiques. Son objectif était de vouloir sédentariser ou fixer dans le Kivu les populations qu'il avait lui-même déplacées du Rwanda au Kivu. Mais je me dois de préciser tout de suite que même dans cette opération exceptionnelle, le nom Banyamulenge n'apparaît nulle part dans l'exposé des motifs arrêtés qui avaient créé des chefferies atypiques. Et l'administration coloniale belge avait en effet créé 3 chefferies atypiques qui sont la chefferie de Bwisha au sud de Ruchuru, la chefferie de Gishari dans le Massissi et la chefferie de Houndé de Bukama. Il n'y a pas de Banyamulenge comme chefferie. Et je précise ensuite que ces 3 chefferies atypiques
ont été toutes supprimées en 1957 par l'autorité coloniale belge suite aux fortes pressions des protestations des tribus et ethnies congolaises des environs. En conclusion, comme on peut le constater, toutes les références et citations des documents historiques faites par les Tutsis rwandais ont été volontairement, par mauvaise foi, soit truquées, soit déformées, soit tout simplement inventées pour tromper les Congolais et la communauté internationale. Si les Tutsis rwandais prétendent qu'ils sont Congolais, comme toutes les autres tribus et ethnies du Congo, qu'ils nous expliquent pourquoi ils se livrent au mensonge, à la falsification de l'histoire et à la violence pour acquérir frauduleusement la nationalité congolaise. Voilà pourquoi nous réitérons notre invitation à nos voisins rwandais et leur demandons à nous concentrer sur l'examen des documents accablants produits par eux-mêmes et qui dévoilent avec flagrance leur manœuvre sordide à vouloir accaparer nos terres. Nous attendons toujours qu'ils nous produisent des documents historiques crédibles et sérieux qui mentionnent l'existence d'une tribu Banyamulenge avant 1976, date de la publication du mémoire de licence de l'étudiant rwandais Tabazi Rugama. En attendant, nous invitons la jeunesse congolaise à la vigilance et à la mobilisation tous azimuts pour faire échouer toutes les manœuvres sordides des prédateurs qui œuvrent pour la mise à mort de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Je vous remercie.